Bonjour, bienvenue pour ce cours, ceux qui ont choisi ce cours relativement court pour le coup, donc sur l'Union européenne et ses institutions. Voilà, il va être relativement court effectivement parce qu'il va être assez condensé. C'est un cours qui porte voilà, sur cette question bien précise de l'Union européenne et de ses institutions, dans le but de préparer des concours pour ceux qui vont passer des examens, des préparations de concours, ou simplement pour les étudiants qui sont dans un domaine où l'Union européenne revêt une importance déterminante, on va dire, et donc pour cela, il faut avoir le minimum de connaissances requises pour pouvoir réussir vos différents examens en tout cas sur ce sujet bien précis. Alors c'est pour ça que dans ce cours, nous allons présenter tout ce qu'il faut savoir, retenir sur l'Union européenne et ses institutions, tout le savoir de base à connaître sur cette question bien précise. Et donc pour cela, je vais présenter un petit peu le cours, ça va être assez simple. Donc nous avons dans un premier temps tout ce qui est historique, de revenir sur l'historique de la construction européenne, sur ses fondements, c'est-à-dire quelles sont les raisons qui ont poussé à la construction de l'Union européenne, et puis pour comprendre un petit peu d'où ça vient, et puis revenir sur les étapes, alors là les étapes indispensables à connaître de la construction européenne, les principales étapes à retenir et surtout même à savoir par cœur. Ça je pense que c'est vraiment la base, comme on dit. Ensuite, donc on verra les institutions de l'Union européenne, les différentes institutions, alors en vérité qui sont au nombre de 7. Donc vous avez le Conseil européen, le Conseil de l'Europe, il ne faut pas confondre les deux, on va voir quelle est la différence entre les deux. La Commission européenne, qu'est-ce qu'il y a encore? Le Parlement, la Cour de justice, la Cour des comptes, voilà. Et la BCE, la Banque centrale européenne. Ensuite, on verra en troisième partie les traités et les différents espaces européens. Donc vous avez alors les deux principaux traités qui sont le traité de Maastricht, qui ont une importance capitale, on va dire, dans la construction de l'Union européenne. Traité de Maastricht et traité de Lisbonne. Puis ce qu'on appelle l'espace Schengen et enfin la zone euro. Voilà. Et en dernière partie, donc on va voir, là c'est moins technique sur l'Union européenne, mais c'est plus, disons, une analyse de la situation, parce que là il faut remettre en perspective sur l'actualité de cette Union européenne. Et l'actualité, elle est marquée par une crise de l'Union européenne, et une crise sur deux tableaux, on va dire, voilà, qui sont d'abord la crise monétaire, la crise de l'euro, enfin la remise en cause en tout cas de l'euro comme monnaie commune, et puis notamment autour de toute la crise économique qui touche beaucoup les pays du Sud. Et enfin, on verra aussi l'autre forme de crise qui est plus une crise, je dirais, sur le plan sociétal ou politique plus généralement, qui est, plus avec les pays de l'Est, entre les pays de l'Est de l'Europe et les pays de l'Ouest, effectivement, sur lequel il y a une mésentente sur le plan des politiques, notamment la politique étrangère, la politique migratoire par exemple, et puis aussi sur tout ce qui est sociétal, etc. Et on va voir aussi d'où ça vient. Voilà, on va essayer d'expliquer, de comprendre voilà, quelles sont les crises et les enjeux et quel est l'avenir possible de l'Union européenne. On finira par une espèce de prospective. On va se poser des questions sur les hypothèses possibles sur l'avenir de l'Europe. Voilà. Tout cela, effectivement, peut fournir une matière nécessaire, à la fois factuelle, c'est-à-dire connaître les différents faits, les différentes étapes, en tout cas celles qui sont vraiment indispensables, sur lesquelles on ne peut pas faire l'impasse pour bien comprendre quelle est l'Union européenne et quelles sont les dates clés, et pour bien comprendre de quoi on parle, si on parle par exemple de traité de Maastricht ou telle date. Et ensuite, enfin, donc, tout ce qui est aussi discussion autour de l'Union européenne, si vous êtes amené à faire des compositions sur tel ou tel enjeu que rencontre l'Union européenne aujourd'hui, évidemment, il faut avoir les outils, les clés pour pouvoir en parler. Voilà. Alors, tout de suite, nous commençons donc avec première partie, qui est donc l'historique, un bref historique de l'Union européenne. Et on commence avec le petit a, donc les fondements de l'Union européenne. Alors, pourquoi a-t-on créé cette entité qui est l'Union européenne? Alors, ça a commencé après 1945, c'est-à-dire après la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand à ce moment-là, il y avait deux pôles, d'accord? Vous aviez donc deux pôles.
Voilà, donc après 1945, il y avait donc deux pôles qui ont commencé à émerger suite au grand conflit, hein, qu'on connaît, hein. Donc vous avez d'abord le pôle américain qui a déjà commencé à s'affirmer après la Première Guerre mondiale, mais qui s'est affirmé d'autant plus, étant voilà, présenté comme le sauveur de l'Europe face au nazisme, donc qui est l'Amérique, les États-Unis d'Amérique. Et de l'autre côté, une autre grande puissance qui a émergé aussi, alors qui a commencé à émerger après la fin de la Première Guerre mondiale et qui là a aussi après une importance vraiment suite aux événements et aussi le rôle qu'il a joué dans la Seconde Guerre mondiale, c'est bien sûr l'Union des républiques socialistes soviétiques, c'est-à-dire l'URSS, hein. L'URSS donc menée par Staline, qui commence aussi à s'affirmer comme un grand empire et comme une grande puissance dans le monde. Voilà. Donc il y a ce monde bipolaire qui est en train de se mettre en place, avec d'un côté la puissance américaine, la puissance soviétique, deux puissances antagonistes, hein, qui tous les deux veulent contrôler l'Europe, et donc il va y avoir un partage entre les deux, une zone d'influence, enfin deux zones d'influence respectives. La première zone d'influence donc va être pour l'Union soviétique, c'est-à-dire toute cette Europe de l'Est, avec une partie de l'Allemagne, l'Allemagne de l'Est, qui ensuite va devenir la RDA, hein. Et puis l'autre partie occidentale donc de l'Europe, elle va être sous influence américaine. Et donc pour contrer cette influence américaine, mais aussi ce risque de déferlement soviétique, avec, faut pas oublier qu'il y avait des partis communistes donc qui étaient euh, d'une certaine manière en lien, en tout cas assez inféodés aux intérêts de Moscou, hein, en tout cas qui étaient un peu sous la tutelle de Moscou, euh, risquaient effectivement de prendre le pouvoir. Il y avait des partis communistes très forts, notamment au lendemain de la guerre en France et en Italie, hein, pour les principaux pays où les partis communistes étaient très forts et pouvaient potentiellement prendre le pouvoir. Ce qui fait que là, il y avait une inquiétude qui montait par rapport à cela, et certains dirigeants en Europe ont commencé à imaginer une union des États européens pour dire bon, on s'est battu on s'est battu entre nous pendant des décennies. Est-ce qu'aujourd'hui on pourrait pas faire la paix, hein, après trois guerres très meurtrières qui ont laissé beaucoup de traces entre les Français et les Allemands? C'est les Français et les Allemands qui sont un peu à l'initiative de cette Union européenne et qui se sont dit pourquoi ne pas discuter et voir comment nous pourrions coopérer ensemble pour ne pas nous faire euh, manger soit par les Russes ou soit par les Américains. Donc c'est un petit peu ça. Alors ça, si vous voulez, c'est vraiment les fondements de la version véritable euh, des origines de la création de l'Union européenne. Parce qu'il y a une version un peu plus romantique, on va dire, qui court, qui est très simpliste, hein, qui est cette idée que ça serait pour maintenir la paix, une paix éternelle entre les États d'Europe suite aux différentes guerres fratricides qu'il y a pu y avoir, ou terribles qu'il y a pu y avoir. Bon, ça c'est la version un peu romantique, hein. En réalité, c'est surtout ces intérêts économiques et ce fait de se dire, bon, les Allemands, les Français, les Allemands et les autres pays, à un moment donné, se sont mis autour de la table et se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Soit on coopère, soit on se fait littéralement bouffer par les deux grands empires émergents et qui sont en train effectivement, de créer des zones d'influence et d'augmenter leur influence sur ces pays-là. Voilà. Donc, euh, l'enjeu, effectivement, c'est la survie à la fois économique et politique de l'Union européenne. Et pour cela, effectivement, on voit bien que les pères fondateurs de l'Union européenne, donc du côté allemand, il y a le fameux Konrad Adenauer, et du côté français, il y a les bien connus Jean Monnet et Robert Schuman. Bon, je ne vais pas détailler, hein, ces personnages-là, si vous avez besoin de plus d'informations, vous regarderez, vous allez sur Wikipédia et vous avez leur biographie, hein, vous savez tout sur ces personnages-là. Donc ils vont effectivement proposer une orientation essentiellement économique à, à cette coopération européenne. Et c'est comme ça que va naître la première entité, qui on va dire qui est un peu l'entité préhistorique à l'Union européenne, qui est la CECA, hein, la CECA, C-E-C-A, hein, c'est la communauté, alors je ne sais plus si c'est européenne ou des États, je le mettrai en post-production, ça sera écrit en dessous, du charbon et de l'acier, voilà, qui est créée dès 1951. Vous voyez, on est quelques années après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, hein. Donc ça a pris forme assez vite, hein. Donc c'est une coopération,
comme son nom l'indique, hein, essentiellement autour de l'axe franco-allemand. Il y a aussi le Benelux qui est associé à ça, hein, Belgique, euh, né c'est pour Néderlande, hein, donc les Pays-Bas, hein, et le Luxembourg, voilà, qui sont aussi associés à cette union économique, donc basée autour de la sidérurgie, qui était la principale industrie à cette époque, hein. Donc on trouvait beaucoup d'industries sidérurgiques de part et d'autre du Rhin, c'est-à-dire entre l'Allemagne et la France, et aussi au Benelux, hein, voilà. Aujourd'hui encore, bon, c'est vrai que c'est assez important, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vous voyez que ce qui a été à la base de la création de l'Union européenne, c'est-à-dire cette coopération économique autour du charbon et de l'acier, aujourd'hui est devenu un peu caduque du fait que le charbon et l'acier, on n'en produit plus tellement. En tout cas, du charbon, il y a plus vraiment de mine. Enfin, à ma connaissance, il n'y a plus de mine de charbon en activité en France. Et l'acier est encore produit en France et en Allemagne, mais plus autant qu'à cette époque. Et d'ailleurs, cet acier subit aujourd'hui la concurrence d'autres pays qui aujourd'hui produisent de l'acier en grande quantité. C'est notamment le cas de l'Inde ou de la Chine. Voilà. Alors, maintenant, voilà pour les fondements. On va revenir donc sur les étapes. Alors, comment s'est construite cette Union européenne et quelles sont les étapes importantes. Alors, celles qu'il faut connaître absolument. Commencer donc avec 1957, premier traité fondateur de l'Union européenne, qui est le traité de Rome. En 1957, qui crée déjà la base de la première entité européenne, alors qui est la CEE. Voilà, la CEE, donc, qui est donc qui se compose des pays suivants. J'avais dit donc la France et l'Allemagne, hein, les pays de la CK, France, Allemagne, Benelux, donc Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, mais aussi l'Italie. Voilà. Donc ça c'est la première union suite au traité de Rome. Euh, Ensuite, vous avez donc différents pays au fil du temps qui vont s'agréger. Donc vous avez tout d'abord en 72 ou 74, si je dis pas de bêtises, il y a l'Irlande, hein, l'Irlande, et bien sûr le Royaume-Uni. Alors je crois que la Norvège aussi est venue à cette époque-là, mais finalement la Norvège a fini par sortir, hein, enfin, elle devait rentrer, mais finalement n'est pas rentrée, hein, puisque elle n'a pas voulu. Aujourd'hui encore, la Norvège d'ailleurs est en dehors de l'Union européenne, hein. La Norvège ne fait pas partie, souvent on croit que c'est le cas, mais la Norvège ne fait pas partie de l'Union européenne. On reviendra sur les principaux pays en Europe qui n'en font pas partie, hein, en tout cas en Europe occidentale. Euh, donc voilà, donc là c'est l'entrée donc du Royaume-Uni, de l'Irlande. Ensuite, nous avons en 1980 l'entrée de la Grèce, puis en 86 l'entrée de l'Espagne et du Portugal. Donc là c'est les pays du Sud, hein, qui rentrent progressivement. Puis un peu plus tard, alors avant le prochain élargissement, c'est-à-dire en 95, vous avez entre-temps 1992, date très important, la signature du traité de Maastricht. On va revenir sur le contenu de ce traité, hein, les principaux éléments de ce traité et pourquoi il a été mis en place. Donc, traité de Maastricht, et après le traité de Maastricht, on ne parlera plus de CEE, mais de CE, hein, de Communauté européenne simplement. Puis, en 95, donc nouvel élargissement, l'Autriche. Alors j'ai oublié, en 74, il y avait le Danemark aussi, hein, j'ai oublié de le préciser, mais ça sera écrit. En 95, donc là on a d'autres pays scandinaves, donc c'est-à-dire la Suède, mais aussi la Finlande et l'Autriche. Voilà, donc trois pays supplémentaires. Et en 2002, alors là c'est important, je vais revenir aussi là-dessus quand je vais parler plus précisément de l'euro, hein, mais le 1er janvier 2002, c'est l'entrée en circulation de l'euro, hein, de la première monnaie unique qui est l'euro, hein, 1er janvier 2002. Ensuite, c'est l'année suivante, en 2003, l'ACE change de nom pour devenir l'UE, l'Union Européenne. Et ensuite, on verra dans les années 2000 un nouvel élargissement, cette fois des pays de l'Est de l'Europe, les anciens pays du bloc soviétique, hein. Donc vous avez, alors là je vais essayer de les citer de mémoire, mais de toute façon ils seront écrits aussi, hein. Donc vous avez la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, euh, donc ils rentrent en 2004 ou 2005, hein. La Slovaquie, la Slovénie, la Hongrie, la Malte, Chypre et aussi les pays baltes, hein, Lettonie, Lituanie et Estonie. Voilà, je crois que j'ai oublié personne. Donc ça, c'est ceux qui rentrent au milieu des années 2000. Et puis,
un peu plus tard, vous avez aussi la Roumanie et la Bulgarie, puis enfin la Croatie, qui est le dernier pays à avoir adhéré à l'Union européenne. Voilà. Alors il y a d'autres pays hein, qui sont en négociation pour intégrer l'Union européenne. En tout cas, ceux que j'ai cités sont ceux qui y sont déjà officiellement. Voilà. À part ça, donc entre-temps, il y a eu aussi 2009 le traité de Lisbonne. Ça aussi, on va revenir dessus. Et puis, dernière date importante, en tout cas, c'est un processus, on n'a pas défini de date parce que c'est pas encore tout à fait achevé, mais depuis 2015, il y a un processus inédit qui est en train de se mettre en place dans l'Union européenne, qui est pour la première fois le processus de départ d'un pays de l'Union européenne, qui est donc en tout cas inédit depuis un bon moment, qui est le Brexit, hein, la fameuse procédure du Brexit, donc c'est-à-dire du fait que un pays membre et pas des moindres, le Royaume-Uni, bon, qui a toujours été membre, hein, mais enfin qui a toujours été membre non depuis 74, mais je veux dire qui n'a jamais vraiment été un membre aussi important que la France ou l'Allemagne, malgré le fait que ce soit un pays économiquement important. Mais c'est surtout que disons que c'est un pays qui a toujours eu une certaine distance. On va voir il appartient pas effectivement à toutes les différentes institutions, les différents espaces qu'a créé l'Europe, hein. Voilà. Donc ça c'est vrai que d'une certaine manière c'est pas le pays le plus impliqué dans la construction européenne. Voilà, donc ça aussi on peut revenir sur la procédure de Brexit en dernière partie. C'est vrai que je n'ai pas trop parlé dans la présentation du plan, mais on pourra rajouter un petit mot là-dessus. Voilà. Donc ça, ce sont les dates vraiment à connaître de différentes étapes de la construction européenne. Nous allons passer maintenant à la deuxième grande partie, qui est donc les institutions. On va vous présenter les différentes institutions de l'Union européenne. Voilà, alors première institution, le Conseil européen. Alors on va voir attention, il y a deux conseils, il y a le Conseil européen et le Conseil de l'Europe. Alors, a priori, vous allez dire, bah, c'est pareil. Non, c'est pas pareil, hein. C'est deux institutions différentes. Et on va voir quelle est la différence entre les deux. Alors, le Conseil européen, tout d'abord, se compose donc des chefs d'État et des chefs de gouvernement, enfin, ou des chefs de gouvernement. Ah, vous savez que, bon, ça dépend hein, des pays. Vous savez que chaque pays de l'Union européenne a son propre fonctionnement. Il ne faut pas être hein, ethnocentré, ou voilà, il faut pas être nombriliste. C'est-à-dire que la France a un système politique qui n'est pas le même que l'Allemagne, qui n'est pas le même que l'Espagne ou que l'Italie, etc. Alors, certains pays peuvent avoir le même système politique à peu près, mais c'est vrai qu'il y a des pays qui ont des systèmes politiques très différents. Et en France, on a une particularité, c'est qu'on a un président de la République qui a comment dire, une fonction assez forte par rapport à d'autres pays où le président de la République ou le président du Conseil, comme il peut avoir comme dénomination parfois, par contre peut être un peu plus en retrait par rapport au Premier ministre, qu'on appelle aussi chef du gouvernement ou président du gouvernement dans certains pays. Voilà. Je prends le cas de l'Espagne ou de l'Italie ou de l'Allemagne, où là le Premier ministre ou le chancelier ou la chancelière, en l'occurrence en Allemagne, Angela Merkel, hein, effectivement, a un rôle et une représentativité et une visibilité aussi beaucoup plus importante que le président. Voilà. Ce qui est le contraire en France. En France, effectivement, le président a plus d'importance. Voilà, ça dépend des constitutions et des systèmes politiques de chaque pays. Donc parfois, ça peut être soit le chef d'État, soit le chef de gouvernement qui va représenter le pays au Conseil européen. Voilà. Donc ces chefs d'État ou ces chefs de gouvernement des différents pays membres se regroupent 4 fois par an afin de définir l'orientation politique de l'UE, hein. Voilà. Donc le président de ce conseil actuellement s'appelle Donald Tusk. Alors je ne sais pas si je le prononce correctement, c'est un nom polonais, hein, c'est un Polonais qui est l'actuel président, en tout cas au moment où j'enregistre cette vidéo, du Conseil européen. Alors attention, hein, si cette vidéo est mise en ligne depuis un moment, vérifiez, elle n'est pas actualisée systématiquement, hein, parce que ça prend du temps à faire, vérifiez que les informations sont toujours en vigueur, les informations que je vous donne sont toujours en vigueur au moment où vous allez la visionner, hein. Voilà. Donc vérifiez quand même si les noms sont toujours les mêmes, hein. Après, ça dure un certain nombre d'années, hein, mais faut vérifier quand même. Alors, Conseil de l'Europe, ça c'est le deuxième
conseil, donc le Conseil de l'Europe, afin qu'on confondre donc avec le Conseil européen que je viens de présenter. Le Conseil de l'Europe est une organisation intergouvernementale qui, elle, a vu le jour en 1949 et qui est cette fois une personne juridique. En tout cas, elle a cette particularité d'être une personnalité juridique dont le rôle est d'éditer des normes, des conventions au niveau de l'UE pour faciliter la coopération entre les pays membres. Voilà. Donc ça tourne beaucoup autour des droits de l'homme, hein, une garantie, on va dire, des droits de l'homme au sein de l'UE. Hein. Donc vous avez euh, la Convention européenne des droits de l'homme et la Cour européenne des droits de l'homme. Hein, ce sont les deux éléments qu'on peut trouver au sein de ce Conseil de l'Europe. Voilà, en tout cas, il intervient sur ces deux aspects-là notamment. Voilà. Donc vous voyez la différence, hein, c'est qu'avant on parlait vraiment, c'est une réunion de chefs d'État, différents chefs d'État ou de gouvernement de l'UE qui discutent de la politique à mettre en œuvre. Là par contre on a quelque chose de beaucoup plus juridique sur le Conseil de l'Europe, hein, vraiment sur une- une application concrète et purement juridique des normes européennes. Voilà. Alors, en tout cas pas une application mais une édition on va dire. Hein. Voilà. Troisième institution, la Commission européenne. Voilà, comme institution très importante, dont on entend souvent parler, sans forcément savoir ce que c'est exactement. Alors, la Commission européenne, elle a été mise en place depuis le traité de Rome. Hein. Donc vous avez, elle est composée donc de commissaires européens, et vous avez un commissaire par État membre, qui sont nommés par les chefs d'État ou les gouvernements des différents États. Alors l'actuel président de cette Commission européenne est Jean-Claude Juncker, luxembourgeois, hein, qui, voilà, oui, dont on entend souvent parler, hein, qui est assez critiqué aussi. Voilà. Donc, il y a deux compétences qu'on peut retenir sur cette Commission européenne, c'est-à-dire qu'elle a ce qu'on appelle l'initiative législative. Donc, c'est celle qui émet ce qu'on appelle les directives, c'est-à-dire des lois qui vont être proposées au Parlement européen. Après, le Parlement européen, effectivement, pourra discuter, les ratifier, etc. Mais en tout cas, l'initiative ne se fait pas au sein du Parlement, mais au sein de la Commission européenne. Alors après, dans certains cas, ça peut être le Parlement, mais généralement, voilà, on a cette officine, cette institution, là, qui est la Commission européenne, qui édite, pas qui édite, mais oui, enfin, qui édite les propositions, c'est-à-dire qui a l'initiative des propositions de loi, hein, de ce qu'on appelle les directives. Puis ensuite, euh, vous avez aussi le fait qu'elle soit gardienne des traités, ça aussi c'est important, voilà, c'est-à-dire elle est gardienne des traités, c'est-à-dire elle garantit effectivement l'application des traités dans les États membres, hein, et puis au sein voilà, au sein de tout l'espace européen. Là aussi, il y a une critique qu'on entend souvent et qui est assez vraie, hein, qui est que effectivement, ces compétences-là sont beaucoup sous l'influence des lobbies. C'est pour ça que les commissaires européens sont souvent influencés par les lobbies, hein, puisque effectivement, comme c'est là que se génèrent les directives, c'est-à-dire les lois européennes, bah forcément vous avez des lobbyistes qui essayent d'influencer les commissaires européens euh, dans la prise de décision, hein, voilà, hein, dans les orientations qui sont prises. Voilà. Alors ça se fait aussi au niveau du Parlement, mais au niveau des députés européens, mais là aussi on a pas mal de lobbying, puisque c'est là que vont essayer de se faire défendre, on va en faire en sorte, ces lobbyistes, l'objectif pour ces lobbyistes, c'est de faire en sorte que la Commission prenne des initiatives législatives qui soient euh, en conformité avec leurs propres intérêts privés. Vous voyez? Donc c'est ça qu'on appelle le lobbying. Hein. Voilà. Alors on en vient donc au Parlement européen maintenant, quatrième institution. Donc le Parlement européen, c'est l'organe parlementaire de l'UE, hein, qui est élu au suffrage universel direct, tous les 5 ans à la proportionnelle. Et vous avez donc des députés euh, qui représentent tous les pays membres de l'UE. Alors après, c'est selon la taille du pays, vous allez avoir un certain nombre de représentants. Donc c'est un organe aussi législatif, hein, alors qui n'a pas l'initiative de la proposition de loi, mais par contre qui va les ratifier. Alors, elle se compose exactement de 751 députés. Voilà. Et donc, elle siège. Il y a deux sièges. Hein, il y a soit celui de Strasbourg ou celui de Bruxelles.
Alors que la Commission européenne, elle siège essentiellement à Bruxelles, hein. Ça, j'avais pas précisé, mais voilà. Ensuite, nous avons la Cour de justice. Alors, la Cour de justice a été créée en 1952. On le voit souvent sous l'acronyme CJUE, hein. Voilà, Cour de justice de l'Union européenne. Et son siège est à Luxembourg. Elle se compose de deux juridictions, donc, hein, si on la décompose, donc il y a la Cour de justice et le tribunal. Voilà. Alors son rôle, à la Cour de justice, c'est de veiller aux droits de l'Union, hein, voilà, et à la légalité des actes européens, c'est-à-dire qu'elle vérifie systématiquement les actes édités par l'Union européenne, par les différentes institutions, s'il y a toujours le respect du droit européen, hein. Voilà. Donc ça, voilà, en gros, c'est ça le rôle de la Cour de justice. La BCE. Alors, la BCE, ce qu'on appelle la Banque Centrale Européenne, hein, a été créée en 1998 à Francfort, hein, place économique importante en Europe. Et donc là aussi, là, ça tourne autour de tout ce qui est réglementation autour de l'union monétaire, hein. Donc, ça va être la banque qui va émettre la monnaie, c'est-à-dire l'euro, la monnaie commune depuis 2002, et qui va aussi être décisive en matière de politique monétaire, hein. Voilà. Donc là, et puis il y a aussi, ce que j'oublie aussi, quelque chose de plus récent, c'est aussi la surveillance financière auprès des banques, etc., des États membres de l'UE, hein. Voilà, donc là aussi, ça fait partie des compétences que tu as rajoutées à la BCE. Donc vous voyez, et là on est essentiellement on n'est plus sur l'aspect législatif ou même politique plus largement, mais essentiellement sur l'aspect économique. Voilà, l'actuel président s'appelle Mario Draghi, hein, de la BCE. Ah, il est italien. Enfin, la Cour des comptes. Voilà, donc là, par contre, là on est toujours sur l'histoire des sous, mais cette fois c'est plus sur l'aspect financier, hein, que monétaire. C'est-à-dire, c'est l'organisme de contrôle financier, comme vous l'avez en France. En France, vous avez une Cour des comptes qui propose comment dire, un contrôle financier comment dire, du monde politique, là, de l'État, hein. Ben là, en l'occurrence, c'est aussi un contrôle financier au niveau, cette fois, à l'échelle de l'Union européenne. Et là, elle est composée donc de un membre par pays, hein, qui est nommé pour chaque pays. Voilà. Voilà donc pour ces cinq institutions à connaître. Si vous voulez creuser, effectivement, rechercher un petit peu toutes les informations, vous pouvez les trouver facilement sur Internet. Moi, je vous dis simplement que ce sont ces sept institutions-là dont il faut au moins être capable de donner certaines informations. Alors ça dépend desquelles, mais soit au moins sur la personnalité qui est à la tête. Par exemple, pour la Commission européenne, évidemment, il faut au moins connaître le nom de Juncker, qui est quand même une personnalité qui compte et dont on entend beaucoup parler aujourd'hui. Euh, Ensuite, pour ce qui est oui, par exemple, du Parlement européen, au moins connaître le nombre de députés, voilà, c'est-à-dire au moins connaître certaines informations essentielles pour chacune de ces institutions, et au moins simplement dire quelles sont ses compétences ou à quoi elle sert. Voilà. Troisième grande partie maintenant, les traités et les espaces européens. Alors là aussi, il y a beaucoup de traités, beaucoup d'espaces différents. On va pas tous les passer en revue parce que c'est vraiment trop compliqué. On va prendre ceux qui sont les plus déterminants pour bien comprendre le fonctionnement de l'UE. Le premier, c'est le traité de Maastricht que j'ai évoqué tout à l'heure dans les grandes étapes, hein. Je dis donc, traité de Maastricht qui date de 1992, qui est un traité qu'on appelle instituant ou constituant, dans la mesure où il donne, voilà, il institue les règles de l'Union européenne, même si bah, il institue même l'Union européenne en lui-même, même si bon, vous allez me dire, oui, mais l'Union européenne est déjà instituée par le traité de Rome depuis 1957, elle a existé avant, seulement ce traité-là annule ou modifie les dispositions du traité de Rome pour en proposer de nouvelles. Voilà, c'est en ça qu'il est instituant. Donc, oui, il est organisé autour de trois piliers qui sont les communautés européennes, politique étrangère et de sécurité commune, et la coopération policière et judiciaire en matière pénale. Voilà. Bon, ça c'est les trois piliers voilà, qui la composent. Si on doit retenir effectivement le rôle du traité de Maastricht, c'est vraiment ce qui est souvent, comment dire, ce qui est souvent mis en avant par rapport au rôle du traité de Maastricht, c'est avant tout la question de la libre circulation des marchandises,
des personnes et des capitaux, hein, ça c'est garanti par le traité de Maastricht, et puis c'est aussi ce qu'on appelle les critères de convergence ou critères de Maastricht, qui, par exemple, alors pour en citer un, il y a, ça c'est en matière économique et financière, hein, c'est les critères que doivent respecter les États membres, notamment par exemple le fait de ne pas avoir un déficit public qui soit supérieur à 3% du PIB. Voilà, ça c'est par exemple un des critères, hein, qui est retenu et que les États membres doivent respecter. Voilà. Mais oui, je voulais rajouter une chose sur Maastricht, hein, pour les gens qui ne savent pas d'où vient ce mot barbare. C'est une ville qui se situe aux Pays-Bas, hein. Voilà. Voilà en gros pour le traité de Maastricht. Il y a un deuxième traité donc important aussi, qui celui-là date de 2009, qui est le traité de Lisbonne, qui est considéré comme un traité aussi constitutionnel, institutionnel ou modificatif, parce qu'il modifie justement certaines dispositions des traités antérieurs. Mais surtout, il est constitutionnel dans la mesure où il se substitue au premier projet de traité constitutionnel qui avait été mis en place, en tout cas qui avait été proposé quelques années auparavant, mais que certains États avaient refusé de signer, notamment parce qu'il y avait eu des référendums. On se souvient de l'exemple de la France. En 2005, il y a eu le fameux référendum sur ce traité constitutionnel qui a été rejeté par une majorité de Français. Voilà. C'était un peu plus de 50% à l'époque des Français, en tout cas de l'électorat, qui avait rejeté ce traité constitutionnel. Voilà. Après, le traité de Lisbonne a aussi été rejeté par les Irlandais en 2008 par référendum. Mais bon, il y a eu on a voté à nouveau jusqu'à ce que le traité soit adopté, ce qui a provoqué de vives critiques, hein, par rapport comment dire, à ce type de procédé, le fait de faire revoter un pays qui avait déjà voté non. Enfin bon, bref. Et voilà, donc c'est en cela aussi que c'est un traité modificatif, hein, il a modifié justement un petit peu le traité constitutionnel, si bien qu'aujourd'hui il ne prend pas le nom de traité constitutionnel, mais il prétend en tout cas apporter de nouvelles dispositions au fonctionnement de l'UE, hein, essentiellement. C'est vrai qu'on trouve beaucoup de choses là-dessus. Voilà. Ensuite, donc là je vais parler des espaces et notamment de deux principaux. D'abord ce qu'on appelle l'espace Schengen, hein, vous avez peut-être souvent entendu parler de ce mot-là. Qu'est-ce que c'est? Alors Schengen, c'est une ville au Luxembourg, enfin c'est une petite ville, voire un village. C'est assez petit Schengen, c'est pas très grand. Donc l'espace Schengen, parce que c'est là-bas qu'a été signé euh, comment dire, la convention, hein, qui pose les bases de Schengen, donc c'est-à-dire qui se compose de 26 États. Donc il n'y a pas tous les États de l'UE, par contre il y a certains États qui n'en font pas partie. L'espace Schengen, c'est simplement la possibilité de pouvoir circuler librement sans avoir à payer de droits de douane ou même à avoir comment dire, de passer des contrôles aux frontières, etc., hein. Tout ça a été supprimé au sein de l'espace Schengen. Par contre, il y a une coopération et un renforcement au sein des frontières extérieures. Voilà, c'est-à-dire les frontières extérieures à cet espace au sein de l'Union européenne. Alors, faut préciser par exemple que j'ai dit que tous les États européens n'en font pas partie, enfin tous les États de l'UE en tout cas. C'est le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, hein, qui ne faisaient pas partie de Schengen. Par contre, alors il y a d'autres pays aussi qui n'en font pas encore partie, puisqu'ils n'ont pas encore mis en place ce dispositif. C'est le cas de la Roumanie par exemple. Et vous avez d'autres pays non membres de l'UE qui en font partie. C'est par exemple la Norvège dont j'ai parlé, la Suisse. Hein, la Suisse ne fait pas partie de l'UE, mais elle fait partie de l'espace Schengen. Et puis certains petits États, hein, comme le Monaco, Saint-Marin, Vatican, etc. Voilà. Ensuite, donc, on passe à un autre espace important qui est la zone euro. Alors là aussi, c'est important. Donc la zone euro, c'est quoi? Ce sont les pays qui utilisent l'euro comme monnaie, mais tous les pays de l'Union européenne ne font pas partie de la zone euro. Le Royaume-Uni n'en a jamais fait partie, par exemple, hein. Pareil pour le Danemark ou la Suède aussi, hein, n'ont jamais intégré l'euro. Par contre, certains pays non membres de l'Union européenne ont le droit d'émettre des pièces en euros. C'est le cas du Vatican, par exemple, de Monaco, de Saint-Marin, etc. Voilà. Alors l'euro, donc il est mis en place après la mise en place justement de l'Union européenne et monétaire.
qui va donc poser les bases de cette union monétaire entre les États membres. Et donc il y a une monnaie commune qui est mise en place, qui est frappée dès 1999, mais qui est mise en circulation à partir du 1er janvier 2002, qui est l'euro. Alors on va pas revenir sur les détails sur l'euro et sa mise en place, mais on va en parler après, quand on va parler justement des critiques de l'Union européenne, les principales critiques, et notamment une des principales critiques, c'est l'euro, hein. Voilà. Donc maintenant, bah, on en vient à justement notre dernière partie qui est la crise de l'Europe. Voilà. Alors, l'Europe, effectivement, enfin l'Union européenne, hein, l'institution, est en crise. Et on le voit sous deux aspects. Donc, comme je l'ai dit, hein, il y a d'abord cette question de la crise euh, sur le plan, on va dire, économique, la crise de l'euro, qui touche beaucoup les pays du Sud, mais c'est vrai que, enfin, qui touche un peu tous les pays, mais beaucoup les pays du Sud, qui se sentent affaiblis et qui, économiquement, et qui imputent ça notamment à l'Europe et à l'euro. C'est vrai qu'en France, on entend souvent cette critique, par exemple, que l'euro serait responsable donc de la hausse des prix, de l'inflation. Bon, on va pas discuter si c'est vrai ou si c'est pas vrai, mais en tout cas, c'est une critique qu'on entend beaucoup. Mais surtout, les pays du Sud, effectivement, souffrent, après avoir bénéficié de pas mal de crédits européens, souffrent de plein fouet de la crise et ont l'impression que les critères de Maastricht, les critères, enfin l'obligation du pacte de stabilité, etc., pèsent de manière importante sur les finances de ces pays et donc sur les peuples là, qui commencent effectivement à montrer du doigt cette pression européenne, cette pression économique européenne et politique du coup, voilà, qu'on voit qu'il y a des résultats, enfin, qu'il y a des conséquences sur les résultats électoraux qu'on voit dans ces pays, comme en Italie, on a vu l'émergence de pays, comment dire, de partis politiques qui vont arriver au pouvoir d'ailleurs avec ce qu'on appelle un petit peu un volet populiste. En réalité, c'est une critique assez profonde de l'Europe, hein. Il y a surtout ça là-dessus, et donc on voit qu'aujourd'hui, il y a des relations conflictuelles, non seulement entre l'Italie et l'Union européenne, mais aussi entre l'Italie et d'autres États membres de l'Union européenne, comme par exemple avec la France, hein. On voit qu'avec le chef d'État, entre le chef d'État français et le Premier ministre italien, il y a beaucoup de tensions. Donc ça, c'est vrai que ça fait partie, hein, des conséquences de ce qu'a subi de plein fouet le sud de l'Europe. Ça a commencé avec la Grèce, après la crise des subprimes en 2008, la crise économique dans laquelle a été plongé le monde, mais surtout l'Europe et les pays du sud qui en ont beaucoup souffert dans un premier temps. Ça a contribué à cette europhobie latente et montante dans les pays du sud de l'Europe. Et on voit qu'en France aussi, ça prend une proportion importante. Alors, c'est pas d'hier, hein, c'est déjà depuis le fameux référendum de 2005, mais ça a tendance aussi à être relancé par ce qui se passe dans les pays du sud de l'Europe. Voilà. Alors, hein, c'est toutes ces politiques d'austérité aussi qui sont beaucoup critiquées de la part de certaines franges du peuple et de certains dirigeants politiques. Voilà. Autre crise, donc c'est la crise politique. La crise politique, là notamment, c'est plus du côté des pays de l'Est que ça pose problème. Parce que dans les années 90, lorsque l'Union européenne s'est tournée vers l'Est de l'Europe, libérée du joug soviétique, hein, suite à la chute de l'Union soviétique et de tout le bloc soviétique, hein, voilà. Vous avez d'abord la RDA, l'Allemagne de l'Est, qui s'est réunifiée à l'Allemagne de l'Ouest et donc de fait est rentrée aussi dans l'Union européenne. Puis ensuite, ça a été dans les années 2000 l'entrée des différents pays, mais qui ont quand même conservé un certain, bon déjà un certain héritage de l'époque soviétique et de l'époque de l'influence soviétique, mais euh, aussi certaines unions, par exemple, ce qu'on appelle les pays du groupe de Visegrad. Les pays du groupe de Visegrad, c'est la Hongrie, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie. Euh, qui ont, comment dire, c'est vrai qu'on peut voir aujourd'hui qu'ils sont en rupture avec le reste de l'Union européenne. Notamment, on a vu sur des questions sociétales, par exemple sur la question de l'immigration, hein. On a vu la Hongrie construire un mur et fermer ses frontières pour empêcher les migrants
de passer. Voilà, et ça posait problème parce que l'Union européenne a demandé à ce que la Hongrie, comme tous les autres pays, choisissent, enfin choisissent, ne choisissent pas, mais en tout cas, comment dire, adoptent un quota d'entrée de migrants légaux, ce qu'a refusé notamment pendant la fameuse crise des migrations, des migrants syriens qui venaient en nombre en Europe. Hein. On se rappelle ces images, cette fameuse colonne, hein, de migrants qui traversaient les Balkans et qui arrivaient en Europe. La Hongrie, effectivement, a fermé ses frontières à ce moment-là et a refusé d'accueillir des migrants. En tout cas, de ne plus en accueillir. Et il y a d'autres problèmes aussi avec la Pologne, par exemple. On voit que la Pologne refuse de s'aligner sur on va dire, la vision sociétale de l'Europe, qui a tendance au progressisme sociétal, on va dire. Par exemple, comme en France, quand on a adopté le mariage pour tous, ou bien avant déjà l'IVG, etc. On voit que, par exemple, il y a des remises en cause de ces avancées-là, notamment en Pologne, sur la question de l'IVG. Et là aussi, ça crée des tensions avec l'Europe qui intervient notamment au nom des droits de l'homme et de certains principes de l'Union européenne pour remettre en cause ce que fait la Pologne, ce qui crée là aussi des tensions avec les pays de l'Est. Alors pourquoi il y a ces tensions-là? Ben là, c'est un problème culturel, c'est-à-dire que l'Europe a cherché absolument à intégrer ces pays de l'Est assez rapidement euh, en son sein, alors que c'est quand même des pays qui ont été séparés de l'Europe occidentale pendant, enfin séparés culturellement, politiquement, etc., pendant pas mal de décennies. Ce qui fait que il y a une temporalité entre ces pays-là et les nôtres qui n'est pas la même, vous voyez? Et qui est à l'origine de ces tensions et ces problèmes-là, cette incompréhension, effectivement, on le voit beaucoup avec la Russie aujourd'hui, hein. On voit que la Russie, sur le plan sociétal, n'est pas du tout dans la même temporalité que nous. Et c'est ça qui crée ces frictions entre l'Union européenne et ces pays de l'Est. Voilà. Malgré le fait qu'ils évoluent et qu'ils soient rentrés avec enthousiasme au sein de l'Union européenne, on voit qu'aujourd'hui, il y a une incompatibilité culturelle qui menace la stabilité de cette union. Voilà. Et puis bien sûr, là-dessus, il y a le Brexit. Alors Brexit, c'est particulier parce que le Royaume-Uni a toujours été un petit peu à part, a toujours été un petit peu le vilain petit canard de cette Union européenne, puisqu'elle a, en disant qu'elle a voulu rentrer, puis ensuite enfin, elle est rentrée un petit peu à reculons, hein, en refusant toujours d'intégrer, comme j'ai dit, elle n'a pas intégré la zone euro ni l'espace Schengen, ce qui fait que aujourd'hui, voilà, elle est un petit peu, elle a toujours été un petit peu mal vue, et là, finalement, elle a décidé de divorcer de manière définitive avec l'Union européenne. Donc, ça a mis en place cette procédure de Brexit qui est assez longue, hein. On voit que c'est beaucoup plus difficile de sortir de l'Europe que d'y rentrer. Après, ça dépend des pays, mais en tout cas, là, en l'occurrence, pour le Royaume-Uni, c'est assez difficile de pouvoir en sortir. Mais là, on a l'impression qu'on arrive vers la fin du processus, et que donc le Royaume-Uni, de toute façon, voilà, va finir par sortir. Et c'est peut-être que le début d'un démantèlement plus large. C'est-à-dire qu'on peut, d'ici quelques temps, d'ici quelques années, voir d'autres pays choisir de se séparer de l'UE. Alors en l'occurrence pour le Royaume-Uni, c'est pas très grave parce que c'est un État, disons, qui peut se suffire à lui-même politiquement et économiquement. Voilà, il n'a pas besoin et même militairement. Voilà, c'est un pays qui a pas forcément, c'est quand même une certaine puissance économique. Hein, il y a quand même la City derrière qui est une place économique majeure. Voilà. Donc c'est vrai que c'est une perte importante pour l'UE, mais pas forcément pour le Royaume-Uni en tant que tel. Il peut se suffire à lui-même. Pour d'autres pays, ça poserait plus de problème. Mais après, il faudrait que ces autres pays se rapprochent d'une autre grande puissance. Et ça, on peut l'imaginer avec les pays de l'Est, notamment avec les pays du groupe de Visegrad, qui peuvent à un moment donné se mettre d'accord et choisir aussi un divorce définitif avec l'Europe pour se rapprocher d'une autre grande puissance qu'est la Russie. Hein, la Russie, c'est vrai qu'elle a été affaiblie après la chute du monde soviétique, aujourd'hui est en train de réémerger comme une puissance à la fois politique, militaire, économique, qui compte aussi. Voilà, et on peut imaginer que certains pays de l'Europe se tournent plutôt vers la Russie. En tout cas, on voit que ça ne serait pas totalement farfelu et incompatible avec la Hongrie ou la Pologne, ou même la République tchèque, hein, effectivement de se tourner plutôt vers la Russie. Voilà, donc ça c'est un scénario probable. On peut éventuellement voir aussi un pays du Sud, et je pense que l'Italie pourrait être le premier, hein, parce que c'est celui qui est le plus aujourd'hui en rupture
vraiment culturel aussi avec l'Europe, et économique et politique. Et l'Italie pourrait aussi être le prochain pays en Europe occidentale, en tout cas, à choisir aussi la voie de la rupture avec l'Union européenne. Après, le problème, c'est que l'Italie aujourd'hui est un petit peu isolée, n'a pas forcément d'allié de poids qui pourrait être un allié économique, enfin partenaire économique privilégié qui remplacerait justement l'Europe et les pays membres de l'Union européenne. Voilà. Après, ça n'empêche pas qu'il y ait une autre forme de coopération économique avec d'autres pays de l'Union européenne qui serait un petit peu en rupture. Parce qu'effectivement, si ça fait tache d'huile et que d'autres pays suivent un petit peu cette voie politique de la Hongrie ou de l'Italie, on peut imaginer que demain, il y ait une forme d'union parallèle entre ces pays-là qui se forment et qui finissent par être en concurrence avec l'Union européenne. Ça aussi, c'est un scénario très probable. Voilà. Donc ça, il faut l'avoir en tête, que l'Union européenne est donc une entité en crise, et comprendre d'où vient cette crise, comprendre quels sont les enjeux, et ce qui pourrait, les scénarios probables. Voilà. Alors j'espère que ça a été assez clair. Finalement, ça c'est une vidéo qui est assez courte. Voilà, on a fait une trentaine de minutes pour présenter tous les aspects de l'Union européenne. Je vous invite, si vous pensez que certains aspects sont nécessaires à creuser, en tout cas, après, ça dépend de votre cursus, de l'examen que vous préparez, etc. hein. Après, bon, ça c'est... voilà, moi je vous donne un panorama général. Après, il faut l'appliquer et le creuser en fonction de votre propre cursus. Après, c'est à vous de voir. hein. Moi, je vous ai donné les éléments indispensables, importants et généraux pour tout le monde. Voilà, à vous maintenant de voir quels sont les aspects à creuser là-dedans. J'espère que ça a été assez clair, j'espère que je vous ai apporté pas mal de choses et surtout je vous ai appris pas mal de choses parce que le but de ces coachings, c'est toujours d'apprendre de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles méthodes, d'acquérir de nouveaux savoirs qui vous seront utiles dans votre vie de tous les jours ou dans vos objectifs à atteindre dans la vie. Voilà. Merci à vous d'avoir fait confiance à Camino Sereno. Voilà, et je vous donne rendez-vous peut-être pour de prochains coachings. En attendant, bon courage à vous tous. Au revoir.